J'ai le prof de français au collège ici, donc c'est vous dire si l'écriture, surtout orthographique, me tient à cœur. Voilà. Alors, dans les premières pages, je vais vous lire un extrait choisi par l'auteur. C'est pas long. Vous me dites si je parle trop doucement. La falsification volontaire de l'histoire africaine. La falsification volontaire de l'histoire africaine a commencé depuis longtemps et elle s'inscrit inévitablement dans l'ordre du complot. Depuis le XVIIIe siècle, l'Europe n'a pas enseigné l'histoire nègre dans les écoles coloniales ni dans les écoles occidentales. Pire, l'Europe a détruit ou elle a emporté chez elle tous les symboles emblématiques de l'art, de la culture et de la civilisation nègre afin que les Africains n'aient pas d'histoire, afin qu'ils soient, en d'autres termes, des peuples sans culture et sans passé significatif. N'est-ce pas là un complot, un crime contre l'Afrique qui mérite d'être publiquement dénoncé? Avant les Occidentaux, les Arabes avaient fait pareil en Afrique. Mais s'ils achetaient les Noirs et les exportaient vers les pays asiatiques où ils servaient de domestiques et de travailleurs, les Arabes n'avaient pas pratiqué la traite négrière ni mis en place une colonisation structurée comparable à celle pratiquée par les Européens. La colonisation a poussé les nègres à se sous-estimer et à s'exclure de l'histoire universelle. À partir de cette époque, les Africains poncent le monde à travers les canons de la culture occidentale, qui a sciemment falsifié l'histoire à son avantage. Beaucoup d'étudiants en histoire africaine lisent encore les livres d'histoire falsifiés écrits par les Européens au lieu de lire les livres d'histoire africaine vrais, c'est-à-dire non falsifiés, rédigés par Cheikh Anta Diop. Il y a une petite note que je vous lis. Cheikh Anta Diop, Nation, nègres et culture, Paris, présence africaine de 99. Et par d'autres Africains aussi. Quel dommage! Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à remercier M. Christian Graff, qui vient justement d'introduire la conférence de ce soir, car depuis le début de mes premiers pas dans la publication, M. Graff et son équipe m'ont toujours ouvert les portes de la bibliothèque pour échanger avec le public veuveisant. Je tiens à remercier également les autorités municipales donc de la ville de Vevey qui facilitent un échange des cultures dans notre ville. Je tiens également à remercier les autorités cantonales. N'étant pas suisse, je suis congolais comme on l'a dit. Je vis donc dans un pays d'emprunt et je dois remercier les autorités qui évidemment m'avaient accueilli lorsque j'étais arrivé en Suisse en 1983. Je l'ai dit, je ne suis pas suisse et aussitôt arrivé dans le canton de Vaud, j'avais donc été accueilli dans cette région. J'avais d'abord habité à Paix, ensuite à Hollande et après à la Tour de Paix et enfin à Vevey. C'est donc dire que la plupart de mes ouvrages ont été écrits ici en Suisse et particulièrement à Vevey. Donc je suis profondément reconnaissant à cette ville qui avait déjà accueilli des auteurs, des personnalités du monde entier, des Polonais, des Américains, des Anglais, des Français, ainsi de suite. Et nous sommes venus, nous sommes arrivés longtemps après eux. Et je tiens à vous remercier, vous particulièrement, parce que chacun de vous a pu trouver un peu de temps libre pour venir écouter ma modeste personne, mais pour échanger entre nous, parce que je vais introduire certes les sujets de discussion, mais viendra ensuite l'échange
qui, j'espère, sera enrichissant pour les uns et les autres. Lors d'une précédente conférence, on m'avait fait remarquer que je m'étendais assez longuement dans les détails et que je prenais beaucoup de temps. Et donc, je vais vous présenter des excuses, mais je vais vous soumettre un petit exercice narratif. Et je vais aujourd'hui, pour pouvoir respecter le temps qui m'a été imparti, lire. Ce n'est pas un bel exercice, mais je vais quand même essayer de lire et de commenter le sujet de la conférence de ce soir. Alors, y a-t-il réellement un complot contre l'Afrique? Parmi plusieurs définitions du terme complot, retenons celle-ci. Le complot est une conduite secrète. Il consiste à mener une action contre un individu ou un État sans en donner publiquement la moindre impression. Donc, il y a secret contre un individu ou contre un État sans donner la moindre impression. On surprend donc la personne contre laquelle on complote. Alors, y a-t-il un complot contre l'Afrique? Pour répondre à cette question, j'ai voulu remonter dans le temps afin de mieux situer ma thèse que je défends dans le livre. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser à ce qui s'était passé au 15e, 16e, voire au 18e siècle. Comme nous le savons, au 15e siècle, un navigateur, Christophe Colomb, qui voulant découvrir les Indes, parce qu'à l'époque, le commerce du poivre rapportait gros, s'est accidentellement retrouvé dans un monde qu'ils ont appelé le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique. Quand il est revenu en Europe, il a parlé de ce peuple qu'il a rencontré au Nouveau Monde comme étant sympathique, ouvert, accueillant. Et lors de son deuxième voyage au retour, eh bien, il a eu un autre langage parce que les Indiens qu'il a rencontrés étaient subitement méfiants, réservés. Alors en revenant, il a eu un autre langage. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce détail parce que vous connaissez cette histoire-là. Bref, parce que le but de la découverte était l'enrichissement, et donc les puissances de l'époque avaient voulu organiser l'exploitation du Nouveau Monde, c'est-à-dire de l'Amérique, en exploitant les terres. Ils ont donc, dans un premier temps, utilisé les Indiens, comme vous le savez. Et très rapidement, ils se sont rendus compte que les Indiens ne pouvaient pas supporter le rythme du travail et qu'ils mouraient. Ils mouraient entre autres à cause de certaines épidémies, comme vous le savez, venues de l'Europe. Et vu donc le nombre, la quantité de ces Indiens qui mouraient, un responsable de l'Église catholique, un dominicain espagnol, avait donc eu l'idée, parce qu'il avait pris pitié des Indiens, de faire remplacer ces Indiens par des Noirs. Parce que, disait-il, le Noir était robuste, résistant, pouvait donc travailler dans le champ de ce nouveau monde. Pour quelle raison? Parce que à l'époque, on pensait que les hommes noirs étaient sans âme. Et donc on pouvait les utiliser comme des bêtes sauvages, sans regret, tout simplement parce qu'ils ne ressemblaient pas à l'époque à ce qu'on considérait être un homme. Ainsi donc,
ces dominicains espagnols qui avaient avancé cette idée avaient non seulement été applaudis et appréciés, mais en plus, on avait accepté à ce que le nombre de Noirs envoyés aux États-Unis ne soit pas limité. Et quand cette décision avait été prise à l'intérieur de l'Église catholique, les concernés n'y étaient pas. Donc, l'Église catholique avait comploté à l'époque contre toute une race. Voilà un premier exemple. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. À l'époque des Romains, avec Scipion, qui guerroya en Afrique, avait même fini par prendre le nom de Scipion africain, alors qu'il n'était pas africain. Mais parce qu'il avait fait montre de prouesse en Afrique, il s'était emparé du terme, du nom Scipion africain. Mais bon, je n'ai pas voulu aller beaucoup plus loin dans l'histoire. J'ai donc commencé par chercher les différents complots à partir du XVe siècle. Donc, les Africains sont envoyés en Amérique où ils vont travailler. Certains seront en Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne avait excellé dans l'achat et l'importation de Noirs à l'époque. Mais, chemin faisant, on s'était finalement rendu compte que exploiter ces Africains loin de leur pays avait été une erreur. Doit-on dire qu'ils avaient pris pitié pour la cause nègre? Je ne pense pas. Mais enfin, il y avait une catégorie de gens, c'était à l'époque des Lumières, du XVIIIe siècle, qui avaient pris position contre la traite négrière. Et donc, décision avait été prise de ne plus acheter des hommes noirs en Afrique, comme du reste on achète des sardines, du pain. L'homme était discuté sur le marché, pesé, sous-pesé, comme il vaut. Et si je l'achète, je vais ramener, enfin je vais avoir un bénéfice. Et pendant les tempêtes, par exemple, au milieu de l'océan, on jetait des êtres vivants dans l'océan, ou quand des personnes étaient malades, on s'en débarrassait, sans état d'âme. Bref, on avait donc pris pitié de ces personnes et décision avait été prise pour qu'on n'importe plus des Africains vers les États-Unis, vers le Nouveau Monde. Mais comme vous le savez, la traite négrière rapporte gros et on ne pouvait pas l'abandonner subitement. C'est donc justement au moment où on abandonne la traite négrière que les grandes puissances de l'époque décident de mettre en place le système, enfin, la colonisation. Et donc, les grandes puissances de l'époque, qui déjà étaient présentes dans différents points en Afrique, mais se querellaient entre elles, avaient finalement pris la décision de se réunir à Berlin en 1885, dans ce qu'on appelle la conférence de Berlin, pour se partager l'Afrique comme on se partage un gâteau. Chacun disant, mais moi j'étais déjà présent à tel endroit, il faut confirmer ma présence. Et l'Allemagne de Bismarck, qui devenait une puissance, parce qu'à l'époque, comme vous le savez, l'Allemagne était composée de principautés qui étaient traversées par les armées françaises pour aller conquérir les terrains lointains vers la Russie. Et donc, l'Allemagne était un pays vassal. Mais sous Bismarck, l'Allemagne s'était organisée pour devenir une puissance. Devenue une puissance, l'Allemagne avait aussi revendiqué le besoin de posséder des colonies en Afrique. Et donc, c'est sous Bismarck que cette conférence a été convoquée
à Berlin. Mais lorsque les États occidentaux se partagent le continent africain, les Africains ne sont pas là. C'est donc aussi là un complot audit contre le continent africain. J'ai donc pris quelques moments dans l'histoire pour me permettre de lister qu'il existe effectivement un complot contre le continent africain. Et donc, après s'être partagé le continent africain, ils se sont installés en Afrique. Et en s'installant en Afrique, on a commencé par nier la culture africaine. Et comme les Africains étaient sans âme, il fallait le civiliser. Il fallait leur enseigner la religion parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, c'est qu'on croyait, mais en réalité, les Africains connaissaient Dieu. Du reste, le roi Léopold II, en envoyant le missionnaire en Afrique, avait bel et bien dit aux missionnaires, on vous envoie en Afrique, les Africains connaissent Dieu, ils savent que violer et voler sont des fautes, donc ne leur apprenez pas ce qu'ils savent déjà, allez en Afrique et travaillez pour le compte, pour l'intérêt de la Belgique. Il y a un texte formidable de Léopold II, son adresse aux missionnaires. On aurait peut-être pu vous le lire, mais bon, bref, peu importe. Donc, la culture africaine avait été complètement saccagée, complètement détruite. L'exemple le plus intéressant, vous le savez, est donc Tombouctou. À Tombouctou existait une grande université qui était fréquentée par les hommes du monde entier. Et cette université avait été complètement détruite parce que la volonté était d'imposer une autre culture aux Africains. Il existait, par exemple, en Afrique de l'Est, un philosophe qu'on appelait Zora Yacob. C'est un philosophe que l'on compare à Descartes. Et pour les historiens qui ont étudié l'œuvre de Zora Yacob, il est beaucoup plus profond que Descartes. Mais a-t-on parlé de ce philosophe? Jamais. Pour quelle raison? Comme je viens de le dire, il fallait mettre les Africains sur une autre voie. En quelle langue écrivait-il? Alors il écrivait en arabe, vu que le continent africain avait été occupé par les Arabes longtemps avant l'arrivée de l'Occident en Afrique. Et ils avaient été évidemment initiés à la langue arabe. Et après la Première Guerre mondiale est venue, je trouve évidemment, est venue la Deuxième Guerre mondiale. Et cette histoire, vous la connaissez mieux que nous. Donc, comme je l'ai dit, l'Allemagne, devenue une puissance, voulait aussi s'affirmer sur le continent européen. En effet, l'Allemagne voulait rendre aux autres pays, en particulier à la France, ce qu'elle avait subi autrefois. Donc, sous Hitler, vous le savez, je vais être assez rapide, Hitler initie une guerre contre l'Europe, qui a très rapidement été qualifiée de guerre mondiale, mais en réalité, elle n'était pas mondiale. Pourquoi mondiale? Parce que finalement, ne parvenant pas à combattre efficacement l'armée allemande, les grandes puissances avaient décidé, à l'insu des Africains, de faire venir des soldats africains en Europe qui devaient être utilisés comme des chairs à canon. Des gens qu'on devait envoyer pour détecter là où se trouvait l'armée allemande. Vous pouvez donc
imaginer le nombre de morts de ces soldats africains qui ne connaissaient pas l'Europe et qui sont venus pour donner un coup de main aux puissances métropolitaines, donc aux puissances colonisatrices. Mais grâce à cette expérience, les Africains se sont finalement rendus compte que les hommes qu'ils trouvaient considérés supérieurs, mystiques, ne l'étaient pas. Ainsi donc, après la guerre, une fois rentrés en Afrique, ils se sont mis à revendiquer l'indépendance, l'autonomie. Donc, si la Seconde Guerre mondiale avait servi à quelque chose pour les Africains, malgré cette page horrible, négative, c'est donc la participation aux côtés des armées de puissance coloniale, c'est que les Africains avaient appris qu'ils pouvaient aussi revendiquer l'indépendance. Et du reste, certains pays asiatiques avaient déjà, juste après la Deuxième Guerre mondiale, obtenu l'indépendance. Et donc les Africains s'étaient aussi mis à exiger cette indépendance. Nous sommes donc à la fin des années 50 et les pays occidentaux, les grandes puissances coloniales à l'époque, ont finalement accepté d'accorder cette indépendance, mais les termes de négociation ont été définis à l'absence des Africains. De sorte que certains Africains qui vivaient en Occident, et particulièrement en France, je prends le cas français, qui étaient déjà des Français, députés au Parlement européen, et au Parlement, excusez-moi, français, avaient été parachutés dans les États africains pour devenir des chefs d'État sans avoir été minutieusement préparés. C'était aussi là une forme de complot. C'est ainsi que, juste après l'accession de ces États nouvellement indépendants donc à la souveraineté, des personnalités comme Senghor, comme Houphouët-Boigny, la liste est longue, sont donc devenus de chefs d'État. Mais il y a eu, dans certains pays, des élites qui ont refusé le choix secret fait par les puissances occidentales. C'était des leaders du genre Sékou Touré, qui lui avait refusé d'entrer dans une forme de Commonwealth à la française que proposait De Gaulle. Mais les conséquences, vous le savez aussi, c'est que Sékou Touré avait été écarté de l'influence française et la Guinée de Sékou Touré a eu beaucoup de peine, beaucoup plus que les autres pays. Si vous comparez l'économie guinéenne et l'économie, par exemple, la Côte d'Ivoire, on se rendra vite compte du tort, si je peux parler ainsi, de Sékou Touré, d'avoir défié, d'avoir refusé le choix de Gaulle. On va peut-être lire un extrait. C'est des extraits qu'on a choisis qui ne sont pas directement en rapport avec ce que je viens de dire, juste pour vous faire une idée du contenu de ce livre. Quel passage qui ne sera peut-être pas encore trop orienté, qui reste dans les idées générales. Je peux lire ça? L'origine de la grande fortune des pays du Nord. Alors, c'est le titre du chapitre, page 199, l'origine de la grande fortune des pays du Nord. À la
question « Pourquoi le Sud est-il si pauvre et le Nord riche ?», Michel Colomb écrit sans détour que la réponse constitue un, citation, « grand tabou dans les médias des pays riches, car tout doit être fait pour cacher d'où vient leur richesse. » Fin de citation. La raison est simple à deviner. C'est parce que, comme le soutenait le grand écrivain français Balzac, nouvelle citation, derrière chaque grande fortune se cache un crime. Fin de citation. Michel Colomb étaye la thèse du complot contre les pays du Sud par des faits historiquement vérifiables. Il écrit, citation, « Si l'Espagne et l'Europe ont commencé à devenir riches au XVIIe siècle, c'est parce qu'elles ont volé l'or et l'argent de l'Amérique latine, en massacrant les Indiens et sans rien payer. Si la France, l'Angleterre et les États-Unis sont devenus si riches, c'est grâce à l'esclavage, c'est en volant des êtres humains à l'Afrique, sans rien payer. Si les Mêmes et la Belgique et la Hollande sont devenus si riches à partir du XIXe siècle, c'est en volant les matières premières de l'Afrique et de l'Asie, sans rien payer. » Fin de citation. Dans son livre « La doctrine des bonnes intentions », Noam Chomsky emboîte le pas à M. Colomb. Il écrit, citation, « L'accumulation des richesses du Nord marche de pair avec la dépossession des pays du Sud et le crime. » Fin de citation. Michel Colomb affirme que, citation, « Depuis 5 siècles, les grandes sociétés occidentales ont pillé les richesses du tiers-monde sans les payer. On pourrait faire un tableau de chaque pays riche et montrer l'origine honteuse de chacune de ces grandes fortunes. On pourrait faire l'histoire de chaque pays pauvre et montrer qui l'a pillé et comment. Bref, nous, ça c'est au capital, nous, occidentaux, ou plutôt certains d'entre nous, sommes des voleurs et c'est pour ça que nous sommes riches. Voilà ce qu'on ne peut absolument pas dire dans les médias. » Fin de citation. Ce vol n'est pas un fait historique passé. Il se perpétue aujourd'hui encore, caché sous la fausse rhétorique de la démocratie locale. Citation, « Le néocolonialisme continue et perfectionne l'exploitation. » Fin de citation. La fixation unilatérale, la tyrannie des prix des matières premières et le poids de la dette étranglent le Sud et pourtant, citation, c'est lui donc, le Nord, qui devrait rembourser ce qu'il a volé, écrit Michel Colomb. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, après l'accession des États africains à l'indépendance, la France, la Belgique et les autres États s'arrangent donc pour mettre une mainmise sur les richesses africaines. Mais je dis d'abord, auparavant plutôt, qu'il y a eu dans le continent africain de leaders qui s'étaient opposés aux choix occidentaux. Et j'ai cité l'exemple de Sékou Touré. Je peux avancer un autre exemple, un deuxième exemple, c'est celui de Lumumba, qui avait préféré défendre des thèses nationalistes pour initier le développement de son pays. Le sort qui avait été réservé à Lumumba, vous le connaissez. Et il n'y a pas, me semble-t-il, dans l'histoire, un crime aussi odieux que celui subi par Lumumba. Il avait donc été arrêté. Son corps avait été coupé en morceaux, fondu dans l'acide pour qu'on ne retrouve pas de traces. Et un Belge présent lors de cette nuit-là s'était emparé de 2 dents
de Lumumba qu'il avait gardé pendant longtemps chez lui en Belgique. Et il n'y a pas très longtemps, ce monsieur, tranquillement, a déclaré officiellement qu'il gardait ses 2 dents, mais plus de panique. Il a fini par jeter ses 2 dents dans l'océan. Donc, c'est simplement pour vous dire que les Africains n'étaient pas des suiveurs, mais il existait à l'époque un rapport de force tel que ils ne pouvaient malheureusement pas réagir. Car, comme vous le savez, depuis le XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, les grandes puissances avaient pris un rythme tel que les autres ne pouvaient malheureusement pas suivre. Même les États qui étaient nettement beaucoup plus développés que les grandes puissances, à l'instar de l'Inde par exemple, ne pouvaient malheureusement plus suivre le rythme parce que les grandes puissances avaient développé des armes sophistiquées. Ainsi donc est venue l'indépendance, et après l'indépendance, pour pouvoir développer les États, le nouveau conseiller de chef d'État africain avait proposé ce qu'on appelle le développementalisme. Que signifie le développementalisme? C'est un concept venu de l'Amérique latine. C'est donc l'idée de vouloir réunir tous les pouvoirs dans un seul mouvement pour pouvoir initier le développement. Le nouveau conseiller avait suggéré ce concept sous prétexte d'aider les pays africains à se développer, mais en réalité, ce qu'il poursuivait comme but, c'était de retrouver en face d'eux un individu, un groupe qui réunissait tout le pouvoir afin de faciliter le contrôle de ce mouvement politique. Ainsi donc, avec le développementalisme, on a vu se développer dans le continent africain ce qu'on a appelé les partis-États, les partis uniques, sous prétexte que le parti-État, le parti unique, pouvait faciliter le développement du pays. Et les conséquences, vous le savez, car le parti unique a tout simplement poursuivi la même politique que les colons, c'est-à-dire l'exploitation des richesses africaines, et comme sous la colonisation, les nouveaux dirigeants des États africains plaçaient leurs richesses en Occident. Voici donc quelques exemples que je peux citer en ce qui concerne le complot contre l'Afrique. Mais je peux évidemment aller beaucoup plus loin, peut-être qu'on y reviendra lors de la discussion. Prenons un autre exemple. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a installé, plutôt après la Première, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les Nations Unies. Et la proposition qui avait été faite aux Nations Unies, entre autres par l'Italie, était de créer une armée qui devait évidemment, comment dirais-je, obéir aux ordres des Nations Unies. Et chaque État pouvait mettre un contingent à la disposition des Nations Unies. Et qui s'était opposé à ce choix? Ce sont les initiateurs eux-mêmes, les Américains, parce que l'idée était venue de Wilson, bien entendu. Donc on a finalement mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité est composé des États qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette Deuxième Guerre mondiale avait été gagnée grâce au concours aussi des Africains. Pourquoi n'a-t-on pas aussi souhaité que les Africains participent dans ce Conseil de sécurité? N'est-ce pas encore là un autre conflit? Enfin, un autre complot, je voulais dire, excusez-moi, un autre complot. Il y a d'autres formes de complot.
qui ont été mis en place. Je les analyse en détail dans mon livre. Par exemple, le G7, qui est devenu le G8, avec l'entrée de la Russie, n'est rien d'autre qu'un espace où on discute les stratégies à mettre en place pour la marche du monde et qui subissent pour la plupart ce qui est décidé au sein du G8 ou au sein du Conseil de sécurité. C'est très souvent les pays du tiers-monde. Au Conseil de sécurité, vous le savez, la plupart des problèmes discutés en matière de conflit concernent les Africains. Mais ces problèmes sont discutés à la France des Africains. Enfin, prenons le deuxième volet, puisque je présente deux volets dans mon livre, celui du développement.